Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Nicolas Mirkovic pour son livre « Le chaos ukrainien » aux éditions Publish Rome Factory. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Nicolas Mirkovic, vous avez écrit un livre, encore une fois, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur ce qui se passe et qui se passe encore et plus que jamais entre la Russie et l'Ukraine et au-delà, entre l'Amérique, l'OTAN, la Chine, la Russie, etc., l'Europe, bien sûr, le chaos ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retracez cette histoire, et vous remontez à loin. Je rappelle, vous remontez, d'ailleurs, on va en parler, en 91. Vous dites c'est une guerre commencée en 91. Oui. Pas en 2002, pas en 2004, pas en 2014, même au moment du Donbass, et évidemment pas en 2022, au moment de l'invasion russe. Ça remonte à très loin. Et vous racontez, et puis vous dites vraiment qu'on est à la croisée des chemins. Alors je rappelle que vous êtes diplômé de l'Empire Business School, vous êtes président de l'association Est-Ouest, vous avez beaucoup écrit effectivement sur l'Amérique Empire. D'ailleurs, on en avait parlé déjà, Bienvenue au Kosovo et le martyr du Kosovo. Mais l'Amérique Empire, je me rappelle très bien de ce livre. Et là, vous faites toute cette histoire du chaos ukrainien. Et vous dites justement que nous sommes véritablement aujourd'hui à la croisée des chemins, mais une croisée dramatique. Parce que, et encore une fois, vous ne faites pas du tout ni dans l'apocalypse, ni dans le catastrophisme, mais vous dites effectivement, pour les États-Unis, pour la Russie et pour l'Europe, et évidemment pour l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fond, on est entre, je dirais, la montée ou les abîmes. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi. Parce que la réalité derrière cette guerre dont on ne parle pas assez, c'est que c'est un affrontement essentiellement d'abord de la Russie et de ses alliés, quelque part, dans le monde multipolaire. On parlera peut-être tout à l'heure des BRICS. Et le monde atlantiste, les États-Unis, l'Ukraine n'est que, entre guillemets, le champ de bataille. C'est terrible ce qui s'y passe. En fait, c'est la guerre par procuration. C'est une guerre par procuration. Si vous enlevez aujourd'hui, les Ukrainiens le disent eux-mêmes, en tout cas ceux qui sont à Kiev, si vous enlevez le financement, l'armement atlantiste, il n'y a plus de guerre en Ukraine. Les Américains ont décelé depuis très longtemps, et on peut remonter à Spikeman, Mackinder, des géopolitologues du siècle dernier, qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de rivales qui naissent, de rivales aux États-Unis. Et ils ont identifié que le seul endroit où il pourrait y avoir un rival, ce serait en Eurasie. Donc du coup, cette grande plaque tectonique entre l'Europe et l'Asie. Et donc ils ont peur, parce que les Américains, depuis la fin du communisme, ne cessent d'étendre leur réseau, ne cessent d'agrandir leur empire. Rappelons-nous, c'était l'effondrement de l'URSS en 1989-90, enfin les années 90, tout le monde se rappelle. Ensuite, la fin de l'histoire de Fukuyama, voilà. Mais cette fin de l'histoire signifiait la domination, le leadership absolu des Américains sur la planète. Exactement. Part, c'est ça. Et les Américains ont cru qu'ils avaient en effet gagné l'histoire, que c'était la fin, il n'y aurait plus de concurrents. Et au lieu de se servir de leur soft power, donc du coup leur pouvoir doux, via les médias, via les cabinets de conseil, via toutes ces organisations qu'ils possèdent pour étendre leur rayonnement, ils ont décidé d'employer la manière forte chaque fois qu'ils avaient un grain de sable dans l'engrenage. Et il y a l'Institut... La manière forte, quels exemples rapidement? Eh bien, la manière forte des révolutions de couleur qu'ils ont menées. On sait qu'ils sont responsables des révolutions de couleur en ex-Yougoslavie, en Géorgie, en Kyrgyzstan, dans des zones d'influence russe. Ils ont utilisé la manière forte en Afghanistan, 20 ans. Ils ont utilisé la manière forte en Libye, en Irak. Les guerres américaines auxquelles malheureusement nous avons été associés à de nombreuses reprises, depuis le 11 septembre 2001, sont à l'origine de plus de 900 000 morts dans le monde, dont un tiers de civils. Et ce chiffre vient non pas d'un institut russe, mais de l'institut Watson, de l'université de Brown aux États-Unis. Un tiers des 500 ingérences américaines depuis 1776 dans le monde. Et là, ça vient de l'université de Tufts. C'est depuis la guerre d'indépendance, vous voulez dire? Depuis la guerre d'indépendance, un tiers des interventions américaines dans le monde se sont produites depuis les années 90. C'est-à-dire que les Américains, au moment où il n'y a plus d'URSS, ou au moment où il n'y a quasiment plus de communistes, passent. La troisième accélère cette espèce de Drang nach Osten que les Allemands avaient fait en Europe pour avancer leur pion, soit donc par leur soft power culturel, soit par des révolutions de couleur, soit clairement par la guerre. Et en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que les Russes, qui étaient clairement dans le collimateur des Américains, parce que c'est un énorme territoire extrêmement riche, plus de 130 millions d'habitants, les Américains ont voulu les mettre aussi, les faire rentrer dans leur monde atlantiste. Les Russes ont dit au bout d'un moment, non.
On ne veut pas rentrer dans ce modèle. On va en parler justement. C'est la nouvelle configuration du monde qui est en train de s'afficher, dont vous parlez excellemment dans votre livre. Ce monde multipolaire va-t-il exister et à quel prix? On en parle tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Nikola Mirkovic pour son livre Le chaos ukrainien. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je suis pas le seul, Nikola Mirkovic aussi, avec son chaos ukrainien paru chez Blabejrum Factory. Un livre d'histoire, au bon sens du terme, et un livre effectivement du présent. On est vraiment à la croisée des chemins, et quand je dis la croisée des chemins, c'est la croisée des abîmes ou la croisée des remontées. Ça nous concerne absolument tous. L'Ukraine, c'est là, c'est pas loin. C'est bien de se préoccuper du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, mais c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je voudrais justement, avec vous, Nikola Mirkovic, on a parlé de l'état des forces en présence et de cette montée. On la voit partout. Vous l'avez dit vous-même. Enfin, l'Arabie, vous l'avez parlé dans votre livre, l'Arabie Saoudite qui rejoint l'Iran. Enfin, pour la première fois, sous l'égide de la Chine. Oui. La monnaie alternative après SWIFT. L'Arabie Saoudite qui vend son pétrole en yuan à la Chine, le yuan comme monnaie, les alternatives, la dédollarisation entre ou partie du monde, etc. Alors, en fait, et l'Ukraine et l'Europe jouent quel rôle dans cette histoire? Alors, l'Europe, malheureusement, joue le mauvais rôle, puisque nous nous sommes alignés sur les États-Unis, sur une guerre qu'ils ont organisée. Jeffrey Sachs, l'économiste qui a été proche des néoconservateurs, en tout cas qui connaît très bien les entrailles du système américain, le dit, la guerre en Ukraine, c'est la conséquence de 30 ans de politique néoconservatrice américaine depuis la chute de l'URSS. Nous jouons les supplétifs des États-Unis. Les Américains ont déclenché un coup d'État à Kiev en 2014. Ils y ont mis différents ministres, dont des ministres qui n'étaient même pas ukrainiens la veille. Ils ont eu leur ministère et leur ministre des Finances, non? Ministre des Finances qui arrivait des États-Unis, d'autres ministres qui sont arrivés de Géorgie, de Lituanie, pour servir la cause américaine. Ils ont reçu leur ministère et la nationalité américaine le même jour. Ukrainienne, le même jour. La conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une rébellion dans l'est du pays qui a rejeté le coup d'État. Et il y a eu une guerre civile dont on ne parle pas, la guerre de 2014, 10 000 morts, 30 000 blessés, plus d'1 million de réfugiés. Avec le Donbass notamment. Au Donbass. Oui. Donc, et au lieu de chercher la paix, qui est notre rôle, moi on m'a toujours dit que l'Europe c'était la paix, on ne voulait plus la première ni la deuxième guerre mondiale. Et je souscris à 100% à ça. C'est terrible ces guerres. Et pour avoir été sur le lieu au Donbass plusieurs fois avec mon association Ouest-Est, pour avoir vu la guerre, je peux vous dire que personne a envie de vivre ça. Nous jouons le rôle des Américains qui font tout pour éloigner la Russie du reste de l'Europe. Michael Hudson, l'économiste, un des seuls économistes qui avait prévu la crise de 2007-2008, dit la crainte des Américains est de perdre leur protectorat américain. Les Américains ont peur que nous trouvions des façons intelligentes de travailler avec la Russie, avec la Chine, avec l'Asie, où les États-Unis ne seraient plus dans l'équation. Donc la stratégie de Washington est de séparer définitivement aujourd'hui la Russie, demain la Chine, pour pouvoir garder ce protectorat européen. Et nous ne jouons pas notre rôle. On doit tout faire. On a des voisins, on a des frères qui sont en train de se battre. Et Zelensky fait le tour des chancelleries pour récupérer des armes. Quand est-ce qu'on a parlé une seule fois du mot paix? On doit parler de la paix. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des crimes, mais oui, des deux côtés. Oui, il y a une situation qui... Nikola Mirkovic, il faut aussi dire, alors vous allez peut-être expliquer, mais enfin, il ne faut pas oublier que c'est Poutine qui a déclancé en février 2022 les hostilités en envahissant l'Ukraine. Tout à fait, et au détriment du droit international. Et c'est dommage. Mais il faut évidemment rappeler que cette guerre qui a commencé, il y a eu 10 000 morts avant en Ukraine. Il y avait une guerre civile entre Ukrainiens, on le rappelle pas, on dit toujours les Ukrainiens d'un côté et les Russes de l'autre, ce n'est pas vrai, les Ukrainiens se battent ensemble. Depuis, l'Ukraine est une construction assez récente. Exactement, et le sud et l'est de l'Ukraine ne sont pas d'accord, donc il y a ce conflit qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, les nationalistes ukrainiens étaient du côté des nazis, il y avait d'autres Ukrainiens qui étaient du côté des soviétiques, donc du coup les Ukrainiens ont cessé de se battre ensemble, et les Américains savent très bien jouer sur ces zones pivots. Ils ont joué de cette opposition entre Ukrainiens pour éloigner la Russie. Ils ont tiré la Russie dans ce conflit, parce que maintenant, aujourd'hui, qui va aller travailler avec la Russie? C'est quasiment impossible, tant qu'il y a cette situation de guerre. Donc, les hydrocarbures, les richesses qui venaient de Russie ne viennent plus directement en Europe. Et donc, du coup, nous, on est un peu... On s'est enfermé dans une mauvaise position. Et en plus assez hypocrite, parce que les ressources russes sortent de la Russie,
sont travaillés ou raffinés en Inde et reviennent chez nous. Donc on voit bien que ça nous dessert. Et puis d'autres partenaires sont arrivés avec la Russie. Exactement. Les BRICS, etc. Exactement. Et les Russes sont, eux, en train de constituer un modèle alternatif au modèle atlantiste. N'oublions pas que les sanctions, c'est l'Institut Wilson, une institution américaine qui a fait cette statistique, les sanctions sont appliquées par des populations qui représentent 16% de la planète. C'est-à-dire qu'une infime minorité des habitants de cette planète... Ce qu'on appelle l'Occident. Exactement. C'est le modèle atlantiste. C'est 16% de la planète. 16% de la planète, vous rajoutez le Japon, vous avez l'Australie, vous avez 16% de la planète. L'ensemble de la population mondiale ne veut pas de sanctions. Tout le monde veut trouver une situation pacifique en Ukraine. Et en plus, ça permet à la Russie de continuer à se développer. Notre économie va très très mal, entre autres, à cause des sanctions. Il n'y a pas que ça. N'oublions pas que pendant le Covid, on a imprimé des millions et des milliards d'euros. L'inflation existait bien avant. Et l'inflation existait. Exactement. Mais les Russes, ils sont en train de continuer à travailler avec les Chinois, avec le reste de l'Asie, avec le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc du coup, on peut dire que cette politique de sanctions, elle nous dessert, elle nous fait mal, mais elle fait pas si mal que ça à la Russie. Donc du coup, l'Europe là-dedans n'a rien à gagner en suivant la politique américaine. Nous devons débrayer notre politique étrangère de la politique américaine et régler cette affaire entre Européens. Nicolas Virkovitch, quand vous dites ça, c'est un vœu pieux, parce qu'aujourd'hui, on a encore vu hier Macron qui a reçu, Emmanuel Macron qui a reçu Zelensky avant de recevoir les grands chefs d'entreprises internationaux à Versailles, 13 milliards, et puis encore une fois, il n'a jamais été démenti, notre brillant ministre de l'économie et des finances qui voulait mettre à genoux l'économie russe et qui a réussi ô combien. On a l'impression que, et on a vu comment il était reçu par le Premier ministre anglais, qui a dit on va vous fournir un avion de chasse, etc., comme Macron. En fait, on n'est pas là, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Hein, on n'y est pas du tout. Le général de Gaulle disait déjà dans les années 60 que le problème c'était l'Empire américain. On le voit concrètement aujourd'hui. On est gouverné par des élites qui ont été irriguées pendant des années par l'atlantisme, l'américanisme, qui rêvent de Disney, qui rêvent de tout ça, et qui appliquent la politique américaine. Et cela se fait au détriment, à notre détriment, parce que ce n'est pas du tout de notre intérêt d'entrer en guerre. La France doit être faiseur de paix, elle ne doit pas être faiseur de guerre. On est impliqué directement dans la guerre maintenant, c'est-à-dire qu'on a choisi un camp. Donc ça peut se faire contre nous si jamais ça va encore plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les Français vont aller un jour, du coup, si on suit la logique, aller se battre pour Kramatorsk, pour Rivne, pour Kiev? Alors, on vous dit à ce moment-là, Nicolas Virkovitch, voilà, c'est un esprit de collabo, mourir pour Danzig, on va rappeler ça, hein? Oui, mourir pour Danzig. Bien sûr, sauf qu'on voit l'hypocrisie. J'aimerais bien voir toutes ces personnes qui sont pour renvoyer ces armes aller se battre. Moi, je suis pour la paix, je vais faire des missions humanitaires au Donbass, en zone de guerre. Mais ce que je suis pour la paix, que ceux qui veulent la guerre aillent envoyer leurs propres enfants ou aillent se battre eux-mêmes, qu'ils y passent 1 heure et on verra s'ils pensent que c'est toujours une bonne idée, quoi. Les gens ne se rendent pas compte que des morts s'amoncellent par milliers et c'est triste pour tout le monde. Tout le temps, au quotidien, quel que soit le camp. Et on sait qu'un jour l'autre, ça va s'arrêter. Il va falloir reconstruire. Il va falloir, comme Français et Allemands ont su le faire, comme Français et Anglais dans le passé ont su le faire. Donc, rapprochons ces dates le plus tôt possible. Et il faut à tout prix lutter contre cette logique belliqueuse, comme s'il y avait en plus les bons d'un côté et les méchants de l'autre. On n'est pas dans un film hollywoodien. C'est beaucoup plus complexe que cela. Bien sûr. On va continuer à en parler, Nicolas Mirkovitch, avec nous. Et après, les auditeurs de Sud Radio, qui, j'en suis sûr, ont beaucoup de questions à vous poser. Et vous souhaitez intervenir sur Sud Radio dans l'émission Berkov dans tous ses états, vous pouvez au 0826 300 300, vous pouvez interpeller Nicolas Virkovitch pour son livre Le chaos ukrainien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et puis je crois qu'il faut rappeler, Nicolas Mirkovitch, vous le rappelez longuement dans votre livre, justement ce qu'est une nation, le rôle des nations. D'ailleurs, vous commencez ceci par ça, puis vous citez Ernest Renan un peu plus tard. Il y a quand même ça, et il faut dire que Kiev et l'Ukraine, encore une fois, ce n'est pas du tout parce qu'ils ont montré effectivement qu'ils existent en tant que nation. Ils se battent très bien, il y a une résistance. Rappelons-nous quand même qu'on pensait que la Russie allait avaler l'Ukraine en 3 jours. Bien sûr. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il y a eu un vrai
nationalisme ukrainien, une vraie conscience du peuple ukrainien, en tout cas, bon. Mais en même temps, ce que vous dites très bien, c'est qu'il y a quand même une Ukraine très liée à la Russie, quelque part. Là, expliquez-nous cette Russe de Kiev. Il faut remonter aux origines pour comprendre. Malheureusement, on a l'impression qu'un jour, Poutine s'est réveillé et s'est dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait les Jeux Olympiques, j'ai fait un mondial de foot. Tiens, j'ai pas encore attaqué un voisin, donc je vais le faire. Et c'est un peu comme ça, je caricature, qu'on le présente dans les médias. Il faut remonter à l'histoire de l'Ukraine. Comme pour n'importe quel conflit, il faut remonter dans le passé. C'est indispensable. L'histoire de l'Ukraine est très récente. Si vous voulez, on ne parle pas d'Ukrainiens, de peuple ukrainien avant le 19e siècle. Et la vraie construction ukrainienne, elle se fait d'abord, il y a une tentative socialiste dans les années pendant la Première Guerre mondiale, et puis c'est les communistes qui vont bâtir la République socialiste soviétique d'Ukraine. Si on remonte plus loin dans le passé, la Russe de Kiev... Ah oui, c'est les communistes qui ont bâti, ça s'appelait la République socialiste soviétique d'Ukraine. Voilà, donc il y avait soviétique et Ukraine. Exactement, la première fois que l'Ukraine existe en tant qu'État, c'est sous la forme de République socialiste soviétique d'Ukraine au sein de l'Union soviétique. Et donc ça, en quelle année ça? En 1922. En 1922. Et le territoire, parce que Staline voulait à tout prix qu'il y ait une nation ukrainienne. Il a dit que c'est extrêmement important. Il a peur du chauvinisme grand russe. Il dit que le nationalisme ukrainien est moins grave que le chauvinisme grand russe. Il dit même, on va créer cette Ukraine. Et il dit, c'est vrai que tout le monde parle. Staline le dit dans le au 10e congrès du Parti communiste. Il dit, bon, c'est vrai qu'ils parlent russe, mais d'ici quelques années, on va les obliger à parler tous ukrainiens. C'est Staline. C'est Staline. Staline l'Ukraine au congrès du Parti communiste. Il dit, on va les obliger à parler l'ukrainien. Il y a une politique de corénisation où on oblige les personnes à apprendre l'ukrainien. C'est vous dire à quel point l'État est fragile, parce que c'est une construction par les soviétiques. Il n'y a pas beaucoup de fondements. Il y a une population qui parle majoritairement le russe en ville, dans les campagnes plutôt l'ukrainien, et derrière une idéologie communiste qui dit non, on va en faire tous des Ukrainiens. Ça va durer un certain temps. Mais à l'origine, si on remonte au Moyen-Âge, on regarde la Russe de Kiev, l'ensemble des populations slaves de cette région-là se retrouvent dans un État, un énorme État qui recouvre en partie l'Ukraine actuelle, la Biélorussie actuelle, les pays baltes actuels, la Russie, et qui va être constamment la convoitise de différents États. C'est l'Empire russe, comment on appelle ça? Non, on peut appeler ça. On peut appeler ça l'origine de l'Empire russe. Et la Kiev est la mère, donc ça c'est les chroniques de Nestor du Moyen-Âge, Kiev est la mère de toutes les villes russes. C'est ça. Et donc vous avez une partie des Russes qui vont être, donc du coup ils vont quasiment tous être sous la domination des Mongols, puis ils vont se libérer, et au moment où les Russes se libèrent des Mongols, une autre partie des Russes de cette Russe de Kiev est sous la domination des Lituaniens et des Polonais. Et ça va durer 400 ans. Et l'Ukraine, justement, l'origine du mot Ukraine, c'est une zone frontière, c'est une marche militaire. Et pourquoi est-ce qu'on part d'Ukraine dans le passé? On n'en parle pas comme d'un État. Il y en a plusieurs dans le monde slave. C'est paradoxal. Hein. C'est le pont qui est devenu un mur. Exactement, c'est le pont qui est devenu un mur. Et cette région-là, on l'appelle Ukraine parce que c'est la zone frontière où les Russes d'un côté, Polonais et Lituaniens de l'autre essentiellement, vont se battre régulièrement sur 400 ans, pendant 400 ans, et c'est pour ça qu'on parle d'Ukraine. Donc on fait l'Ukraine. Et on fait l'Ukraine. Et donc on part d'Ukraine comme d'une région, d'une zone frontalière, jusqu'au 19e siècle, où parmi une partie de l'élite russe de l'époque, ils se disent, nous on est des Russes méridionaux, on est des Russes différents des autres, et on va reprendre ce nom, il s'appelait Malorusse à l'époque, ils créent ce nom d'Ukrainien, ils prennent ce nom d'Ukrainien. Ce qui ne veut pas du tout dire que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'avoir un pays, mais il faut bien comprendre, il faut remonter aux origines, parce que dans la construction de l'Ukraine, tous ne veulent pas être indépendants, tous ne veulent pas parler ukrainien. Et c'est là où il y a les Ukrainiens de l'Ouest qui ont une conscience effectivement plus... extrêmement nationaliste. Et les russophones qui veulent garder leur langue russe. Exactement. Etc. Moi, lors d'une mission l'année dernière, j'étais à Gorlovka, sous les bombardements, je parlais avec un professeur de langues étrangères qui disait, mais moi je suis ukrainienne, mais je me sens plus proche de Moscou que de Kiev et de l'Union européenne. Donc du coup, pour moi, c'est important qu'on ne sépare pas l'Ukraine, mais si elle doit être séparée, moi, je préfère être plus proche de la Russie. Beaucoup de personnes vont dire ça dans l'Est et le Sud. C'est culturel plutôt qu'autre chose, ça. C'est culturel, c'est la langue, c'est la proximité, puis c'est historique aussi, puisque Staline et Lénine, quand ils créent l'URSS, coupent une partie de la Russie, la rajoutent à cette nouvelle construction qui s'appelle l'Ukraine, qui n'existait pas avant, en disant, on va mettre des Ukrainiens, on va mettre des Russes, et on va mélanger un peu tout ça, et puis il y a une main de fer au-dessus de tout ça, donc ça va forcément tenir. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Ukrainiens de l'Ouest choisissent le camp des nazis, l'Est, l'armée rouge. Et on a toujours vu, lors du Maïdan, l'Ouest et une partie de Kiev sont plus proches des Germains, de l'Union européenne, et l'Est se soulève et pour se rapprocher de la Russie. Donc il y a une fragilité. Voilà, exactement. Il y a une fragilité et les Américains appuient, les atlantistes appuient sur cette fragilité parce qu'évidemment, comme il y a une fragilité, c'est plus facile de fomenter la guerre. Et on est sur la frontière russe. Donc il était évident, à partir de 2014, à partir du moment où il y avait ce coup d'État, que ça allait mal se terminer et que ça allait se terminer en guerre comme ça.
Et alors, quid d'aujourd'hui? Alors, on voit où on en est, on va pas... le tableau, on le connaît, en tout cas, les personnes qui écoutent, notamment Sud Radio, je fais de la... Mais c'est vrai, enfin, on essaye d'être le plus fidèle possible à ce qui se passe, sans parti pris. Mais à votre avis, alors, quelles sont les options? Il y en a plusieurs. Alors, je suis pas devin, mais ce qui est certain, les c'est options, on ne dit pas que ça va se passer comme ça. Ni les Américains ni les Russes ne peuvent perdre. Ça, c'est sûr et certain. Ça serait là aujourd'hui, les États-Unis sont en train de jouer leur hégémonie. Il y a un gagnant et un perdant. Il y en aura un, forcément. Mais aujourd'hui, aucun des deux ne peut perdre. Et les Russes, si Poutine a engagé ses forces en Ukraine et qui est obligé de battre en retraite, c'est un désaveu pour Poutine total. Et les Américains savent que la prochaine étape, ou pour organiser une révolution de couleur, ou pour faire tomber, on va dire, l'état d'esprit anti-atlantiste, ça sera la Russie. Et la prochaine étape des Américains, c'est la Chine, qui est le véritable rival économique. Donc du coup, on sait que les Chinois, ils n'ont pas tellement intérêt à ce que les Russes perdent non plus. Et derrière les Chinois, il y a une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, toute une majorité du monde, on peut dire les Brésiliens aussi sont dans ce groupe de personnes qui veulent faire tomber le modèle atlantiste, le modèle américain né après la Deuxième Guerre mondiale, avec la construction d'institutions comme le FMI, comme la Banque mondiale. D'où le basculement du monde. Voilà, d'où le basculement du monde qui est en train de se faire. La dédollarisation est en train de se mettre en place. De moins en moins de pays font appel au dollar. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à une monnaie américaine pour faire des transactions quand les Français achètent du pétrole aux Émirats Arabes Unis, par exemple? Ça n'a aucun sens. Donc, ce mouvement est en marche. Les Américains ont peur de ça. Janet Yellen, la secrétaire d'État à la Finance, le disait encore récemment, il faut qu'on fasse attention. Donc, il y a un monde qui n'est pas parallèle d'autres nations indépendantes qui sont plus pour des nations souveraines qui est en train de se mettre en place et qui veulent concurrencer l'hégémonie américaine en disant c'est fini, votre modèle ne marche pas, on veut mieux partager le gâteau. Et en plus, il y a tout le volet culturel, cancel culture, wokisme, mais qui ne passe absolument pas en dehors des frontières. On le voit déjà en France. Déjà en France, on voit que ça a du mal à passer. Des joueurs de football ne veulent plus utiliser le maillot LGBT. Etc. Exactement. Donc du coup, ça choque beaucoup de personnes. Et donc, il y a ces pays-là qui sont en train de dire on va faire notre propre modèle. Et donc, les Américains le prennent mal parce qu'ils dirigeaient l'ancien modèle. Ils étaient l'hégémon, la grande puissance. Vous pensez vraiment, à votre avis, que ça pourrait durer pour l'éternité, quoi? Oui, je pense. C'est parti, oui, c'est pour ça que Francis Fukuyama part de la fin de l'histoire. Ils étaient aveuglés par leur propre hubris. Vous savez, c'est Icare qui se croit tellement grand qu'il va se rapprocher du soleil. Et donc voilà, et au bout d'un moment, ses ailes fondent, il tombe, il chute. C'est ce qui est en train de se passer à l'Empire américain et c'est ce qui se passe à tous les empires. C'est la certitude de l'Empire, c'est qu'au bout d'un moment, il chute. Nous, Français, devons nous dire, attention, réveillons-nous avant de chuter avec l'Empire américain. Il est temps de se réveiller. Encore faudrait-il qu'il y ait une Europe. Oui, ça... Rappelez-vous Kissinger, l'Europe, je veux bien, mais c'est quoi le numéro de téléphone? Oui, ça c'est certain. Et on voit bien, malheureusement, dans ce contexte de guerre en Ukraine, que l'Europe est aux abonnés absents. À part récolter des fonds, à part parler de guerre, trouver de l'argent qui n'existait pas pour les retraites, qui n'existe pas pour les hôpitaux, qui n'existe pas. Voilà, ça, on arrive à trouver de l'argent pour des armes, pour tuer, pour la guerre, chez les frères. C'est même pas à l'autre bout du monde, ce qui serait déjà assez cynique, mais là c'est pour des frères européens. Les Ukrainiens et les Russes, ils seront toujours là après. Il y en aura certainement moins des deux côtés, mais ils seront toujours là après la guerre. Donc on a intérêt à nouer des meilleures relations avec eux le plus tôt possible, quoi. Donc l'Europe est aux abonnés absents. Donc je pense que cet appel d'un monde multipolaire doit susciter le sursaut du réveil des nations européennes qui se disent au bout d'un moment, notre construction européenne nous a pas protégés pendant les différentes crises, ne nous protège pas actuellement. Réveillons-nous et reprenons un peu notre destin en main. Et je pense que l'État européen qui aura le courage de se dire attendez, je veux un autre monde que le modèle atlantiste, aura tout à gagner et les dividendes de la paix et la grandeur. La France devrait jouer ce rôle. Écoutez, on va voir Nicolas Mirkovic si ça reste un vœu pieux ou pas. En attendant, nos auditeurs, Lucien. Tout de suite, on se retrouve avec nos auditeurs au 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Nicolas Mirkovic pour son livre Le chaos ukrainien aux éditions Publish Room Factory. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Nicolas Mirkovic pour son livre Le chaos ukrainien aux éditions Publish Room Factory. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez. On accueille tout de suite François des Yvelines. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Mirkovic. Bonjour François. Bonjour.
Oui, alors j'avais une question en fait. Bon, déjà merci beaucoup pour cette émission. Franchement, ça apporte un contre-jour tout à fait éclairant sur la situation entre l'Ukraine et la Russie, avec une belle perspective historique. Et je trouve que vous êtes vraiment objectif et vous apportez beaucoup d'éléments factuels. Donc merci beaucoup. Ma question, c'est dans ce à quoi on assiste, quel a été le rôle ou la conséquence du don de la Crimée en 54 par Khrouchtchev à l'Ukraine, puisque à l'époque l'Ukraine faisait partie de l'URSS, donc on peut dire que c'était à peu près le même pays. Par contre, la Crimée, en 91, revient dans le giron russe, alors qu'elle est composée majoritairement d'une population russe, à 65% en 2014, ça a été noté, et c'est un accès direct à la mer Noire. Donc, quelles ont été les conséquences de ce don qui s'est fait, à ce qui paraît, sur un coin de table en 54 par Khrouchtchev? C'est exactement ça, vous faites bien de parler de cette situation de Crimée. N'oublions pas que la Crimée a été gagnée sur les Tatars, donc même dans les Ukrainiens les plus nationalistes, ils ne peuvent pas réclamer l'Ukraine parce qu'elle n'a pas fait partie de cette zone qu'on appelait Ukraine. Pas réclamer une zone... Crimée, oui. Voilà, Crimée, pardon, qui était une zone frontalière. Khrouchtchev, sur un coup de coude, qui était l'ancien secrétaire général du Parti communiste ukrainien, il faut le rappeler, il y a eu plusieurs Ukrainiens qui ont dirigé l'URSS, donne sur un coup de tête, en effet, la Crimée à l'Ukraine. La Crimée faisait partie en 1954. 1954, pour célébrer l'amitié entre les Ukrainiens et les Russes, sans demander aux Criméens, sans demander aux Russes, sans demander aux Ukrainiens. Voilà, à l'époque, ils pouvaient faire ça, et même la constitution soviétique ne le permettait pas. Voilà, cette population qui se retrouve du jour au lendemain dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle est majoritairement russe pour des raisons historiques, comme je viens de l'évoquer. Et quand en 80, donc ça c'était évidemment un choc pour la population. Imaginons demain Emmanuel Macron qui donne la Normandie à l'Angleterre pour la bonne entente entre Anglais. Trop pas pour faire plaisir à Charles. Voilà, c'est ça. Pour l'amitié entre les Anglais et les Français. Eh bien, bon, ils acceptaient. À l'époque, c'était l'URSS avec beaucoup de difficultés, mais ils acceptaient parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Quand en 91, il y a eu l'indépendance de l'Ukraine, les Criméens voulaient revenir en Russie. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas. Il y a eu un référendum pour revenir en 91, oui. Pour qu'au début des années 90, pour revenir, pour que la Crimée rejoigne la Russie, qu'elle devienne même une région autonome au sein de la Russie, mais qu'elle revienne en Russie. Et si vous lisiez Le Monde à cette époque-là, vous verriez l'armée ukrainienne qui débarque avec des armes dans les administrations de Crimée, pour empêcher les Criméens non pas d'aller voter, mais de se rapprocher. En tout cas, ils se sont attaqués au gouvernement local pour empêcher les Criméens d'avoir leur autonomie et leur attachement à la Russie. Donc du coup, ça, évidemment, ça a chamboulé la carte géographique, la carte géopolitique de donner la Crimée aux Ukrainiens. Et pourquoi est-ce que c'est si important aussi? Parce que la Crimée est la base de la flotte, la plus grande base de la flotte militaire russe aujourd'hui. C'est donc l'accès à la mer Noire, donc à la mer Méditerranée par la suite et les mers chaudes. Donc c'est extrêmement stratégique. Et c'est pour ça que même après, quand l'URSS a explosé et que l'Ukraine a réclamé son indépendance, il y a eu un contrat entre la Russie et l'Ukraine sur des dizaines d'années pour que les Russes continuent à maintenir... La base navale russe exactement, reste là. Merci beaucoup François. On va à Bayonne avec César. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour André Berkoff et merci infiniment pour vos super émissions. Merci César. Alors écoutez, en cette période de sécheresse, alors que chez nous il pleut beaucoup à Bayonne, mais on a l'impression qu'on est dans le déni de la pluie. Ouais. Donc on nous dit que c'est la sécheresse. Bon, je peux vous dire que sur place on le vit pas du tout, mais peu importe. C'est comme tout le reste. Tout le reste, c'est le déni. Bon, mais alors je voudrais juste apporter un peu d'eau à votre moulin. Oui. Je pense qu'un énorme problème par rapport à ce qui se passe à la guerre en Ukraine, mais aussi à ce qui s'est passé pour René Chiche ou Donald Trump, pour moi c'est un même problème, c'est le fascisme. Et je voudrais juste faire remarquer une chose, c'est que on dit souvent le fascisme c'est quelque chose de droite. Alors je voudrais juste faire remarquer une chose, il y a un fascisme de gauche, même si je ne crois pas à la droite et à la gauche, hein, j'aime pas mettre les gens dans des cases. Il y a un fascisme, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est un fascisme. Vous avez raison. Et on ne parle pas assez de ça. Il y a un fascisme centriste qui fait croire qu'il est un peu de l'un ou un peu de l'autre, et au final c'est toujours pour les riches. Et dès qu'on accuse les riches, on est accusé de conspirationnistes. Dès qu'on critique le sujet de l'immigration, on est accusé de racisme. Donc il y a un fascisme sur tous les sujets. Dès qu'on a envie de faire quelque chose d'original, on nous empêche de s'exprimer, comme pour René Chiche, on l'empêche. Ouais. Et je voudrais faire remarquer cette envergure du fascisme qu'il faut vraiment voir large et arrêter de mettre dans la case de droite ou je ne sais pas quoi. Et je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que dit l'invité, mais le deuxième point, c'est que on vote jamais dans ce pays.
on ne vote jamais alors qu'on vit à côté de la Suisse, qui est un pays qui vote très régulièrement. Et je crois que si tous les citoyens du monde pouvaient voter beaucoup plus, eh ben, on aurait des politiques, je suis sûr, beaucoup plus multipolaires, pour le coup, beaucoup plus diverses. Et la diversité permettrait la liberté d'expression. Parce que ça se fait toujours comme ça, et malheureusement on ne vote jamais, donc c'est des dirigeants qui prennent des décisions, et le peuple ne s'exprime pas, donc qu'on arrête de dire qu'on est des républiques, on est des républiques de très mauvaise qualité, parce qu'on ne vote jamais, et on devrait reproduire le système suisse. Voilà ce que je voulais dire. Merci César. Qu'en pensez-vous, Nicolas Mirkovic? Oui, en effet, c'est quand même grave que sur ce sujet ukrainien, il y a une version officielle, comme il peut y avoir dans un État totalitaire, fasciste, et que dès qu'on sort des clous, eh bien, on est suspecté de tout un tas d'accointances politiques. Et ce qui est grave, il y a une guerre ici, on devrait pouvoir en parler, comme on doit pouvoir parler de n'importe quel sujet, qu'il soit médical, politique, culturel, sportif. C'est la confrontation des idées qui permettent souvent de trouver un consensus et de trouver une solution. Là, aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans, à vrai dire, que j'alerte sur cette guerre en Ukraine, que je vais sur place, que je me suis dit, quand il y a eu ce coup d'État, eh bien, que ça allait dégénérer un jour ou l'autre. J'ai appelé toute une partie de la presse, j'ai fait même venir des blessés ukrainiens ici en France, des blessés par l'armée ukrainienne, qui habitaient du Donbass. Comment a réagi la presse? Ils ne venaient pas, ou alors j'avais des journalistes qui ne venaient pas, qui disaient, oh, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la guerre au Donbass, ça ne sert à rien. Je disais, attention, vous allez voir ce qui va arriver. Ou alors j'avais des journalistes qui arrivaient, de médias, on va dire, respectables, en tout cas mainstream plutôt, et qui disaient, oh, mais c'est super intéressant. Donc ils sont venus, ils disaient, mais mon édition, j'ai pas le droit d'en parler. Je dis derrière, bon, c'est super, vous allez pouvoir faire un article. Et j'ai des noms que je donnerai pas, de grands journaux quotidiens, de gauche comme de droite, et qui sont venus, et qui ont dit que c'était extrêmement important, mais derrière, c'est leur rédaction qui dit non, ça passe pas. Le comité éditorial ne voulait pas qu'on parle du Donbass. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Il y a une guerre avec 10 000 morts. La question ne sera pas posée, circuler et rien à voir. C'est exactement ça. C'est ça aussi, on peut appeler ça du fascisme. Moi, j'appellerais ça le totalitarisme de la pensée, la police de la pensée, qui est au moins autant à gauche qu'à droite, mais c'est pour ça ces notions n'existent plus devant ce conformisme, je dirais glauque et je dirais visqueux de la pensée dominante. C'est ça qui est terrible. Lucien. Merci beaucoup César. Allons à Montpellier avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Oui. Bonjour Monsieur Mirkovic, bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour. Oui, en parlant de la paix, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un partage de l'Ukraine avec un côté entre guillemets bien sûr oriental et un côté occidental pour que on puisse trouver un moyen de faire une paix un petit peu en négociant avec M. Poutine ou autre, je ne sais pas. Nicolas Mirkovic. C'est une bonne idée. C'est une possibilité. Au bout d'un moment, si les Ukrainiens, depuis le XXe siècle, n'arrêtent pas de se battre, ne se mettent pas d'accord ce que c'est que la définition de l'ukrainien. Vous avez des Ukrainiens qui parlent russe. Je rappelle que Zelensky, à l'origine, est un russophone et qu'il a dû apprendre l'ukrainien, et surtout une fois qu'il a eu le pouvoir. Mais vous avez d'autres russophones qui n'ont pas envie d'apprendre l'ukrainien. Si au bout d'un moment, il faut séparer le pays en deux parce que du coup, c'est un gage de paix, c'est peut-être ça la solution. Il faudra néanmoins que ces deux rives, peut-être du Dniepr, ou ces deux peuples arrivent à travailler ensemble, parce que c'est quand même fou pour l'Europe de se scinder. On n'arrête pas de nous parler de l'Europe. Ils l'ont fait en Yougoslavie. Hein. Ils l'ont fait sans scrupule en Yougoslavie, à coups de bombe. L'OTAN a bombardé complètement illégalement, sans autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Serbie, les infrastructures civiles, des hôpitaux. Ce qui est fou, Nicolas Mirkovic, vous leur en parlez, il y a une conscience nationale ukrainienne, ils l'ont prouvé avec courage d'ailleurs, quel que soit ce qu'on peut penser, ils l'ont prouvé depuis le février 2022. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que la culture, la civilisationnelle, est-ce que ça fait une séparation entre les Ukrainiens de l'Est et les Ukrainiens de l'Ouest ou pas? L'erreur a été magistrale, et on a une part de responsabilité, nous, du côté atlantiste, c'est qu'on a misé sur le nationalisme ukrainien. Le nationalisme, qui est un nationalisme primaire, qui est un nationalisme qui s'est surtout défini comme un nationalisme anti-russe. Et Mikhail Dragomanov, qui est un des pères du nationalisme ukrainien, disait « Attention, nous avons une tare qui est que nous avons des peuples que nous détestons, les Juifs, les Polonais, les Russes. Il faudrait faire attention, et ça c'est donc un des pères du nationalisme ukrainien qui le dit, donc il y a plus de 100 ans, si des personnes comme ça arrivaient au pouvoir, on se ferait des ennemis de nos voisins. Et n'oublions pas que les nationalistes ukrainiens ont fait des choses terribles. Il y a eu des massacres de Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Stepan Bandera qui disait que le nationalisme ukrainien s'inspirait du national-socialisme. Hein. Donc du coup, n'oublions pas ça. Eh bien, on a misé sur ce nationalisme-là pour faire tomber Yanukovych en 2014 et faire le coup d'État. Or, ce nationalisme, il est radicalement
hostile aux Ukrainiens de l'Est. Si on voulait une Ukraine apaisée, il fallait trouver un terrain d'entente et pour les ukrainophones et pour les russophones, et certainement pas exalter les héros de la Deuxième Guerre mondiale qui ont massacré les voisins, qui ont massacré les Ukrainiens de l'Est. Il y a des monuments pour les Ukrainiens de l'Est tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont battus contre les Allemands et contre des Ukrainiens qui étaient pro-nazis. Donc comment est-ce qu'on a pu croire qu'en soutenant ces mouvements néo-nazis, en les encourageant au Maïdan à faire tomber Yanukovych, ils n'allaient pas en profiter pour changer la société? Ils ont quand même dit pendant cet Euromaïdan qui voulait interdire l'usage de la langue russe, qui est une langue qui est parlée par des millions d'Ukrainiens, qui se disaient avant, mais je suis ukrainien, je parle russe, ça posait pas un problème, sauf qu'aujourd'hui, maintenant avec la guerre, depuis qu'il y a eu ce Maïdan et cette division, ils disent, mais attendez, mais moi je suis russe, mais si je n'ai pas envie qu'on m'oblige à parler une autre langue. Ça l'erreur. L'Ukraine apaisée, ça veut dire qu'il faut, c'est ce que disait cette Ukraine apaisée, ça veut dire qu'il faut détruire cette idéologie qui est réellement raciste et anti-russe, anti-russophone. On peut prendre, Lucien, on peut prendre le dernier auditeur. Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Ben, sur ce sujet grave, moi j'ai une question. Que peut-on faire en tant que simple votant, on va dire? Est-ce qu'on peut espérer qu'un groupe politique, même soit-il minoritaire, très minoritaire à l'Assemblée nationale, puisse déposer une proposition de loi pour limiter, voire neutraliser le financement de la guerre, comme disait M. Hollande lorsqu'il s'est piégé, jusqu'au dernier Ukrainien? Ça serait une grande œuvre humanitaire. Donc on peut l'espérer et on verra ce qui en sortira. Oui, qu'en pensez-vous, Nicolas Mirkovic? Une proposition de Richard, il dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un groupe qui pourrait dire, bon, arrêtez un tout petit peu avec cette espèce d'envoi partout de centaines de milliards de dollars d'armes, et on voit très très bien ce qui se passe. Les armes arrivent, les Russes les détruisent, etc. etc. Oui. Enfin, et puis il y a des milliers de morts bien sûr, de part bien et d'autre. C'est terrifiant quand même. Ça serait salutaire. Je pense en effet, si c'était possible qu'au sein de l'Assemblée nationale, où on ait des personnes de bonne volonté et qui, à travers les frontières politiques, réussissent à se retrouver en groupe pour dire on arrête la guerre, on arrête ça, ça serait important, parce que cette guerre, elle peut déraper, on peut être aspiré dans cette guerre à force d'apporter les armes. Je pense que si la France veut arrêter la guerre, c'est pas compliqué. Il peut y avoir une dérive. C'est terrible. Bien sûr. C'est nucléaire aujourd'hui. Exactement. La France donne des armes et la Russie, au bout d'un moment, qu'est-ce qui dit que les Russes, au bout d'un moment, vont pas en avoir marre de la France qui donne des armes, qui forme des chasseurs en disant bon, la France, je vous mets dans les cibles, vous aidez les Ukrainiens et j'ai des missiles hypersoniques et je vais calmer Paris. Ça peut arriver, ça, je vais calmer l'autre. Donc du coup, et qu'est-ce qu'on va dire? Non, nous on donne des armes et on fait pas partie de la guerre. Ça ne marche pas. Donc il faut désescalader. C'est dans l'intérêt de l'ensemble de l'Europe. D'autant plus que nous traversons une crise économique très importante, donc du coup il faut chercher la paix. Et je pense que déjà ce pour quoi il faut qu'on milite, c'est demander, peut-être juste que dire, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, puisque c'est ça le problème avec la Russie. On négocie, on discute la paix. On ne va pas donner un chèque en blanc à Poutine et à la Russie, mais on dit pourquoi est-ce que l'Ukraine devrait rentrer dans l'OTAN? On dit non si c'est ça le problème. Et la guerre va s'arrêter très rapidement si on arrête le financement, les armes, et qu'on dit que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, ça va s'arrêter. Après, la négociation politique commence, c'est une vraie négociation. Exactement. Comme Français et Allemands ont su le faire, comme Français et Anglais ont su le faire. Ils vont y arriver. Voilà. C'est pas la première guerre en Europe. Donc, non, c'est vrai. Et il faut arrêter ce chaos ukrainien que vous décrivez excellemment, Nicolas Mirkovic. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Nicolas Mirkovic pour son livre Le chaos ukrainien, que vous pouvez trouver aux éditions Publish Room Factory. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.